Les Avengers ne peuvent pas vaincre le temps. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Clin d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties, où on analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Écoute, ça va. Très heureux de te retrouver pour les news de la semaine. Après notre épisode mi-salé, mi-sucré sur Captain America Brave New World. Voilà. Allez l'écouter si vous n'avez pas entendu notre review. Et ouais, très heureux de parler de news avec toi. Il se passe des choses, beaucoup de choses. C'est ça. En fait, il y a pas beaucoup, mais il y a des trucs compacts, quoi. Il y a des trucs qui se passent, quoi. C'est pas des petites news, quoi. Et est-ce qu'on commencerait pas comme d'habitude avec Marvel, Ista ? Mais oui, et tu vas nous dire qu'est-ce qui se passe dans le MCU d'ailleurs. Pas beaucoup de choses, mais des choses intéressantes quand même, puisque il y aurait le MCU, Kevin Feige et compagnie auraient des vues sur 2 actrices pour jouer des rôles importants, du coup, dans le futur MCU. Voilà comment on sait. Il y a d'abord, Jenna Ortega, voilà, Mercredi Adams, qui est dans le collimateur de Marvel et pour cause, c'est quand même une des plus grosses actrices qui fait plus ce phénomène ces dernières années, depuis le succès de Mercredi. Et Kevin Feige lui la voudrait dans un gros rôle, voilà, dans le MCU. Ça parlait à l'époque, je crois, de Slingshot, je crois que c'était ça. Moi j'avais entendu parler de White Tiger à l'époque. Oui, en tout cas, j'avais vu des rumeurs sur Slingshot, mais je crois que c'était dans la série Agent of Shield. Il y avait Slingshot, mais en gros que ce serait recasté pour le MCU puisque c'est plus canon et exactement Agent of Shield. Enfin bref, sauf que ici ça parle d'un rôle important, donc je pense que tout c'est un peu balayé. Mais s'il y a un rôle important dans le futur MCU, moi je vois les X-Men. Hein. Moi je vois. Ouais, il y a moyen. Je pense qu'en tout cas ils veulent. Les X-Men, ils veulent qu'on aille les voir. Ils vont prendre des acteurs qui sont en train de monter là, qu'on les identifie un peu, je pense. Donc ouais, Jenna Ortega, ça serait pas étonnant. Peut-être de faire une Kitty Pryde ou quelque chose comme ça, je sais pas trop, mais ouais, pourquoi pas, sur le coup. Parce qu'elle est déjà dans le MCU aussi, faut oui. savoir, hein, c'est que c'est la fille du premier ministre ou du vice-président ou un truc comme ça. Dans Iron Man 3, on la voit 5 secondes, donc est-ce qu'ils vont recycler cette idée-là je pense voilà. Je pense qu'ils diront ça à notre perso. Je pense aussi. Après, ils peuvent changer les origines d'un perso ou quoi, tu vois, je sais pas. Mais moi, je pense que ça se vise les X-Men, clairement, moi. D'ailleurs, il y a une autre actrice qui est aussi envisagée pour les X-Men. Oui, mais ça c'est plus précis, c'est Margaret Qualley, voilà, qui a connu là en ce moment une sacrée popularité avec le film De Substance, d'où elle joue le deuxième rôle, enfin le deuxième rôle principal plutôt, où elle est dans le collimateur du MCU pour jouer Rogue, du coup de la galerie des X-Men, donc un des X-Men les plus importants, oui, je pense que je peux dire ça, qui a des pouvoirs hyper cheatés, voilà, dans la série X-Men 97, et c'est un casting qui séduit pas mal les gens, je pense, en tout cas si elle est castée, puisqu'elle est quand même, encore une fois, c'est encore une star montante, quoi. Clairement, ouais, moi ça me plairait bien, en tout cas, sur le coup, elle est brune et tout, donc comme le perso, tu mets quelques mèches blanches, et puis c'est bon, après moi je peux juste l'avoir en costume et voler, et puis foutre des patates, quoi. Je veux pas voir la version Fox, je veux voir une vraie version de Rogue, quoi. Tu l'aimais pas celle de 2000 ? Non. Non. Ouais, oui, plus comics accurate. Après, moi, Margaret Qualley, qu'elle soit comics accurate ou pas, je m'en fous, mais c'est une bonne actrice. Donc, écoute, pourquoi pas, hein, ça matcherait bien. Et ça confirme aussi que le casting des X-Men, en tout cas, ce sera des jeunes, je pense, hein, parce que là, ils cherchent que des jeunes, en tout cas des moins de 40 ans, en tout cas, entre 20 30 ans, quoi. Ces alentours-là, parce qu'il y avait Harris Dickinson aussi, voilà, à ce niveau-là. Mais du coup, ça serait Margaret Qualley, Sadie Sink, Harris Dickinson, donc il y a déjà pas mal de pointures, quand même. De jeunes stars montantes assez populaires. Est-ce qu'ils vont réussir à tous les avoir ? Je sais pas, mais en tout cas, ils sont à fond, quoi. Ouais, parce que pour l'instant, c'est des acteurs dont ils auraient des vues dessus, mais personne n'a été vraiment casté encore. Il n'y a pas d'annonce officielle et tout, donc mais en tout cas il y a des gros noms qui sortent, ouais. Il y a une volonté de faire un gros succès, je pense, avec X-Men aussi, un peu comme ils vont faire comme ils font avec les 4 Fantastiques, quoi. Et on reste chez Marvel avec Daredevil Born Again. Alors il y a la saison 1 qui va pas tarder à commencer, c'est début mars, le 5 mars. Et bien la saison 2 a déjà commencé son tournage, et Justin Benson et Aaron Moorhead, donc qui ont tourné donc saison 2 et qui sont venus sur le projet Daredevil Born Again quand il y a eu la refonte créative, ils vont revenir pour réaliser la saison 2.
Ouais, bah Daredevil Born Again qui a commencé sa promo, hein, il me semble. Là, les fans de Daredevil sont assez contents, je crois, pour le coup. Et ouais, bah là, il s'enclenche la saison 2 directement, avant même que la saison 1 soit sortie. Donc, on se croirait à l'époque où les séries sortaient chaque année. Et bah là, je crois que ça va être le cas, puisque là, ils comptent vraiment l'enchaîner. C'est la seule série qu'ils ont tournée comme ça, je crois, hein, de mémoire pour le coup. Après, je crois que c'est une des seules séries où les gens qui sont dessus sont autant impliqués, je crois, dans le MCU, même si bon, les acteurs qui étaient impliqués, hein, Elizabeth Olsen et tout, mais à ce point-là quand même, c'est assez fou quoi. Donc je pense que ouais là, comme on l'a dit plusieurs fois, ils s'attendent à un succès et que ce soit une des séries, en tout cas dans le futur, qui drive un peu Disney Plus chaque année, je pense. Et je pense la saison 2, je pense qu'il y aura une saison 3 même, ou si c'est pas une saison 3, en tout cas des spin-offs tournés autour de l'univers de Daredevil, quoi. Je pense là très clairement, quoi. En tout cas, c'est le but. Oui, je pense une saison 3. En tout cas, oui, clairement, tous les ans, on aura quelque chose, je pense. Et puis, au bout d'un moment, j'espère qu'on aura Daredevil dans un film aussi, peut-être, ça serait bien. Bon, on a du Matt Murdock, mais dans No Way Home. Ouais, mais bon, plus qu'une apparition, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. C'est bien de l'avoir dans un film. Oui, ce serait cool. Bah, dans Spider-Man, mais bon, j'ai très peu d'espoir là-dessus. Parce qu'à l'époque de Netflix, c'était un peu fou en mode, est-ce qu'il est dans l'MCU, est-ce qu'il n'est pas vraiment dans l'MCU? Maintenant, voilà, il est complètement dans l'MCU. C'est acté, voilà, etc. Donc là, ils peuvent, quoi. Ouais, mais en fait, je vois pas où est-ce qu'il pourrait apparaître, ou au pire, il apparaîtra dans Secret Wars et tout, mais c'est tellement... Ouais, ou peut-être après, hein, peut-être le projet d'après aussi, hein. Ouais, mais le truc, c'est genre Secret Wars, s'il apparaît, c'est parce qu'il y a tout le monde qui apparaît, tu vois. C'est pas un truc oui. Où il a une storyline, un truc vraiment, tu vois. À part s'il y a un arc narratif terre à terre. Dans Secret Wars, j'y crois pas. Ouais, je sais pas trop. Ça me paraît très peu probable qu'on passe 1 heure dans les rues de New York, tu vois. Je pense pas que ça va se passer comme ça. On va chez la concurrence, HBO, Warner. On a des news sur le film Clayface, et voilà, parce qu'on en a des news chaque semaine sur Clayface, voilà. On sait que Supergirl est en tournage, et Clayface, bah, il devrait rentrer prochainement en tournage aussi. On vous avait parlé il y a une semaine ou deux, que James Watkins, voilà, le réalisateur du dernier Speak No Evil, le remake, et de Eden Lake, par exemple, était considéré pour réaliser le film. C'est pas exactement vrai, puisqu'il n'a pas encore rencontré DC. Mais là, il va rencontrer DC, pour discuter du projet. Jeff Wadlow, qui était apparemment prévu selon des rumeurs, donc celui qui a fait Imaginary, voilà, des films d'horreur qu'on n'aime pas trop, et qui a fait Kick-Ass 2, ce genre de trucs, et apparemment c'était une fausse rumeur. Voilà, il n'a jamais été prévu dans le mix pour réaliser le film Clayface, et c'est très bien comme ça. Et par contre, news qui fait un peu bader, c'est que Bayona, voilà, celui qui a réalisé le deuxième Jurassic World, mais qui a réalisé surtout quelques minutes après minuit, ou l'Orphelinat, voilà, et c'est très bon film. Mais en fait, il était dans le mix aussi pour réaliser le film Clayface, mais apparemment ça s'est pas trop fait. Maintenant après, est-ce que il y aura un rétropédalage ou quoi? Mais j'avoue que Bayona, ça a de la gueule, hein, pour dire que qui réaliserait Clayface, ça donne envie. Et on a quelques infos sur Clayface. Voilà, ce serait un film d'horreur sur un acteur de série B, en fait, sur Hollywood, voilà, qui va s'injecter une substance pour rester un peu frais. Ça me rappelle un autre film. Oui, il y en a beaucoup qui en ont parlé, ils ont dit, c'est de substance, quoi. C'est ça, de substance. Ça rappelle un peu de substance, même si, ça sera pas du tout, je pense, dans les mêmes thématiques, puisque c'était vraiment des thématiques féminines, hein, pour le coup, oui. Sur de substance. Là, ça va être un acteur masculin, je pense, voilà. Et d'ailleurs, il cherche un acteur masculin, un A-list acteur, donc un gros acteur, quoi, à niveau Dwayne Johnson. Je sais pas si ça sera Dwayne Johnson, mais voilà. Et qui devrait avoir entre 30 et 40 ans, enfin voilà, ces environs-là, pour jouer Clayface, et qu'il apparaîtrait dans pas mal de projets. Ouais, j'ai hâte de savoir qui c'est, voilà, j'ai hâte de savoir qui est-ce qu'ils vont mettre dans le mix, qui c'est qu'ils vont aller chercher, parce qu'il y a plein d'acteurs, en fait, qui rentrent dans cette range, en fait, finalement. Ah, de fou. Voilà, et il y a pas mal d'acteurs qui pourraient jouer le truc, et j'avoue que Clayface, plus j'en entends parler, plus j'entends les réals et tout ça, Mike Flanagan qui a l'écriture, plus ça me donne envie, en fait, pour le coup, quoi. Ouais, je suis assez curieux, hein. J'ai très envie de voir ce que ça donne. J'aimerais bien savoir, c'est qui l'acteur, mais ouais, le projet, moi, il paraît plutôt sexy, quoi. En plus, comme ça, un petit budget, ils auront pas besoin de faire un énorme carton non plus, ça sera pas un énorme blockbuster, quoi. C'est ça, parce que ce sera un budget de 40 millions, hein. Donc du coup, pour qui, entre guillemets, soit rentable, il va devoir dépasser les 100 millions, les centaines de millions en général. Franchement, c'est atteignable, voilà, pour un film d'une grosse franchise comme ça, et un film d'horreur, voilà, c'est possible, voilà, Et généralement, ça veut dire aussi qu'ils sont un peu plus libres sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire niveau violence, etc. Oui, clairement, je pense. Là,
Et on reste chez DC, et selon Jeff Snyder, James Mangold, voilà, qui doit réaliser un film Star Wars donc, sur les Jedi, genre au tout début de l'histoire des Jedi, quoi, un truc très très lointain. Mais il doit aussi réaliser Swamp Thing pour DC. Eh bien, il doit décider dans les prochaines semaines quel est son prochain projet, et il serait plus passionné par ce projet Swamp Thing que son projet Star Wars. Donc il y a de fortes chances qu'il choisisse de faire Swamp Thing comme son prochain film pour DC. Ouais, bah en même temps, j'ai l'impression que comme c'est un peu le bordel du côté de Star Wars, et que bah, je crois que c'était le film de comment il s'appelle, le réalisateur de Deadpool et Wolverine, Sean Levy. Voilà, c'est plus ce film-là qu'ils veulent prioriser. Enfin, en tout cas, c'était les rumeurs comme quoi il voudrait, ce serait le prochain film potentiellement en production. Voilà, donc au final, le film de James Mangold qu'on pensait aller passer rapidement en production, bah ça se ferait pas forcément maintenant. Mais écoute, bénéf pour DC. Écoute, pour le coup, de faire something. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'infos sur ce film. Là, à part que James Mangold est chaud pour le faire, quoi. Il est à peu près ready, quoi. Et que, bah, je crois qu'il y a un script ou quoi. Ou, il me semble qu'il en avait parlé, qu'il avait un script pratiquement fini, je crois. Ouais. Donc, je crois que le projet avance, quoi. C'est marrant parce que les projets d'ici, j'ai l'impression qu'ils sont silencieux, mais, tu sais, ils débarquent forcément. Oui. C'est d'un coup, James Gunn, il va à boss, il dit, bah, en fait, on va faire ça. Sur le coup, ça y est, c'est officiel, c'est machin. C'est très silencieux, mais ça débarque comme ça. Et là, je crois que ouais, James Mangold, je pense qu'il peut-être plus tard dans l'année, peut-être ouais, en milieu d'année ou quoi. Après, James Mangold, bon, il a un rythme de sortie de film assez fort, quoi. Voilà, c'est un mec qui est très productif, donc ça se trouve il va tourner les deux back to back au final, et voilà, quoi. Mais moi, je suis chaud aussi pour Swamp Thing. Voilà, j'aimerais avoir plus d'infos aussi. C'est vrai que ça se rapproche un peu. Je me dis de Clayface dans le sens où c'est un gros monstre, quoi. Mais sur le conseil. Après, je sais pas si ce sera un film d'horreur vraiment comme de la même manière. Je sais pas trop. Je pense il que devait parler d'un film d'horreur gothique, je crois, quand il lui avait demandé. Ok. Donc, mais ce sera un ton différent quand même dans l'idée, je pense. Voilà. Parce que James Mangold est même si c'est un touche à tout, c'est pas vraiment un réalisateur de films d'horreur pour le coup, pour l'instant. Maintenant, après, à voir, hein, ça se trouve Swamp Thing sera son premier film d'horreur, et voilà, quoi. C'est vrai que quand tu me dis ça comme ça me paraît plus d'être un film de Del Toro, quoi. Sur le coup, horreur gothique, quoi. Mais je pense qu'il peut le faire, James Mangold. Il a déjà fait tellement de genres et tout, donc oui. Pourquoi pas. Hein. Alors, on reste chez Warner, mais chez Warner, en fait, il va y avoir Dune 3 qui va être tourné cette année et qui sort l'année prochaine, donc le Messie de Dune. Eh bien, il serait déjà en train de prévoir Dune 4, donc l'adaptation du livre Les Enfants de Dune, et ils auraient envisagé d'embaucher Gareth Edwards, donc le réalisateur de Rogue One, pour réaliser ce Dune 4. Ouais, après un peu bizarre parce que j'ai l'impression que en fait dès qu'ils savent plus qui appeler, ils appellent Gareth Edwards parce que c'est vrai. Parce qu'ils sont en mode ouais, t'as besoin d'argent, bah viens. Et voilà, après assez spécial parce que le Dune 4, du coup, je crois que les Enfants de Dune, on avait appris que plus ça avançait, plus la saga allait vraiment autre part, et ça allait être vraiment autre chose. Donc du coup, je me dis bon, pourquoi pas. Mais après, Gareth Edwards, c'est vrai que c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il l'embauche un peu comme un artisan, tu vois, pas comme parce que tu vois là, les trois Dunes là, qui du coup, je compte le troisième qui va sortir, ils sont assez marqués par la patte de leur réalisateur, quoi. C'est vraiment un film de Denis Villeneuve. Et ici, là, Gareth Edwards, j'ai pas l'impression que il a envisagé en mode comme si voilà ils avaient besoin d'un nouvel artisan pour faire la suite d'une franchise, tu vois. J'ai un peu l'impression que c'est comme ça qu'il oui. Après c'est une rumeur, hein. Après ça se trouve c'est pas du tout lui, hein. Mais voilà, après oui, le film sera peut-être très beau, hein, comme ceux de Villeneuve. Voilà, Gareth Edwards, voilà, c'est quand même c'est quand même quelqu'un. Mais bon, est-ce que l'intérêt va s'y retrouver? Je sais pas du tout, quoi, franchement. Là où je vois un lien entre les deux, moi, c'est le côté gigantisme, quoi, qu'il y a aussi dans les films de Villeneuve avec les gros vaisseaux, des trucs assez énormes et tout, quoi. Là, je vois un lien. Mais après, oui, je pense que ça montre aussi une volonté de franchiser l'univers Dune. Déjà, il y a eu Dune Prophétie, et qu'il va y avoir une saison 2 en plus, etc. Et ouais, je le vois bien faire, en fait, tous les je sais plus, il y a 9 livres, ça se trouve, ils vont nous faire les 9, hein, et que ça devienne un peu leur Star Wars, quoi, tu vois. Je crois qu'il y a 6 principaux livres du Frank Herbert. Après, il y a le fils qui a fait d'autres trucs et tout, mais voilà. Je pense qu'ils le pomper jusqu'à la moelle, cet univers, c'est fort probable. Mais voilà, on n'a pas fini de bouffer du Dune, en tout cas. Clairement pas. Étonnant pour un univers qu'on n'a pas vu pendant très longtemps au cinéma et qui d'un coup. Après, on l'a vu un peu partout parce que bon, il y a des influences, je crois, un peu partout dans l'univers SF, etc. du cinéma, quoi. Une suite que personne n'a demandé 40 ans après, c'est la suite des Goonies, voilà, qui est en développement chez Warner. Est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu, Ista? Bah ouais, en plus ça fait longtemps. Moi j'ai vu le premier quand j'étais gamin, je l'ai jamais revu. Je m'en souviens plus trop. Je sais juste qu'il y a Sinoc là, qui fait Sinoc Choco et tout, mais c'est tout ce que je me souviens du film.
Non, mais c'est film d'aventure Spielbergien, quoi, tu vois. Mais bon, enfin moi déjà je suis pas fan tu vois, des Goonies, mais c'est un film qui est fait dans son temps, quoi. C'est un pur film des années 80, tu vois, auquel Stranger Things va faire référence. Et là, on te dit que les Goonies vont vraiment revenir, quoi. Et ça sent le legacy sequel de fou. Ils vont faire revenir tout le casting. Et en fait, ce sera les enfants, ce sera les enfants du casting principal auquel il va arriver des aventures et tout. Oh là 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 là. Déjà, je souffle. Surtout que des acteurs comme Ki Kwan, l'acteur de, Josh Brolin, il y a l'acteur de Sam du Hobbit, là. Oui, Sam Gamgee, oui. Voilà, enfin, eux, ils sont encore très actifs au cinéma, donc oui, je pense qu'ils seront dedans. Je les vois bien être attachés au projet, en tout cas. Ouais, mais bon, enfin, là, ça sent le legacy sequel, mais inutile au possible, et là, ils ont mis Ponce Ciroli, qui a été attaché pour écrire, et j'ai regardé, il a pas fait des choses que je connais vraiment, des séries télé un peu, voilà, que je connais pas vraiment, donc voilà. Mais, enfin, je vois pas le principe, à part juste se faire du fric sur la nostalgie, encore une fois, mais. Bah, c'est ça. Sur le coup. Mais ça a marché pour Star Wars 7, donc voilà. Ouais, bah après, ça va peut-être marcher, mais bon, je crois que artistiquement, le projet, voilà, quoi. Après, les Goonies, c'est pas une marque aussi forte que Star Wars, quoi. Non, mais eux, ils le pensent peut-être. Enfin, ouais. Ils pensent que peut-être, enfin, après, c'est culte quand même, voilà, mais, enfin, bref, ça m'intéresse pas. Un nouveau spin-off de Game of Thrones sur la maison Targaryen est en développement. Encore? Voilà, encore, ouais, ils ont pas mal de spin-off en développement et tout, mais là c'est sur les Targaryens. On sait pas exactement où, on sait pas exactement quand, mais de toute façon ils peuvent faire 50 000 spin-off sur les Targaryens, vu que les Targaryens, je crois que c'est un truc qui s'est étendu sur énormément d'années. Bon, il y a des gens qui étaient déçus parce qu'ils se sont dit putain, encore eux. Bah oui, c'est ça. Encore eux, ils veulent pas nous laisser tranquilles. Après, il y a je sais qu'il y a des périodes très très intéressantes au niveau du Targaryen, mais en fait le truc c'est que la série va pas aller de l'avant, en fait. De Game of Thrones, elle va surtout explorer tout ce que George R. R. Martin a fait, et en fait Westeros, elle a été marquée par les Targaryens depuis, en fait c'est eux qui ont régné le plus longtemps en fait dans l'univers de Game of Thrones, parce que en fait ça fait quelques dizaines d'années, je sais plus combien, que en fait la rébellion de Robert est apparue, en fait qu'il y a plus de Targaryens sur le trône, en fait, donc en fait techniquement à part faire la rébellion de Robert, donc à savoir Ned Stark et Robert de Baratheon jeune, etc. En fait tout ce qu'il y a dans l'histoire avant, c'est des Targaryens sur le trône, quoi. Ils sont un peu bloqués sur ça. Maintenant faut voir ce que ça donne. Moi j'ai pas encore été déçu par Game of Thrones. Je veux voir cette année le spin-off là, Duncan Egg, qui a l'air un peu plus intimiste et tout. Je sais pas si ça va être très bien, mais écoute, moi ils font ce qu'ils veulent, je regarderai, voilà. Même si je pense que je vais arriver à une saturation au bout d'un moment, peut-être avec tous les spin-offs, mais bon, après ils ont annoncé tellement de spin-off, ça fait un moment qu'on le sait, quoi, et voilà, quoi. Mais tant qu'ils me déçoivent pas, écoute, pour l'instant ça va. Ouais, parce qu'il y a la conquête d'Aegon qui arrive, il y a le spin-off que t'as dit là qui arrive. Au bout d'un moment, on va en avoir au moins 2 par an, j'ai l'impression, des séries Game of Thrones. On va arriver à un moment comme ça. Puis il y a des séries d'animation aussi, des projets d'animation qui arrivent, un film au cinéma aussi, Game of Thrones. Ça commence à faire beaucoup, quoi. Mais bon. C'est possible. Après, c'est ce qui est en développement. Après, c'est ce qu'ils annoncent. Le truc, c'est que le nombre de trucs qui potentiellement va être supprimé, tout ça, va prendre énormément de temps à sortir. Je pense que le temps qu'on ait un rythme de vraiment un par an, ou moins 2 par an, je pense que je sais pas, ouais, peut-être. Mais un par an, là, c'est bon, hein. Un par an, je pense que c'est possible, parce que House of Dragon, c'est tous les 2 ans, donc là ils ont le temps de caler une série entre. Mais bon, pour l'instant, moi je suis pas sûr. Voilà, on verra ce que ça donne, mais pour l'instant je suis pas fatigué. T'as pas la fatigue des super-héros. Voilà, j'ai pas la Game of Thrones fatigue. Voilà. Game of Thrones fatigue. La série Harry Potter arrive et le casting, commence à se révéler, et c'est John Lithgow. Voilà, qui est en négociation pour être Dumbledore. On avait eu des échos comme Mark Rylance qui était prévu, et là c'est John Lithgow qu'on a vu récemment dans Conclave, voilà, un film que je n'aime pas particulièrement, mais voilà, qui est un vieux acteur anglais quand même assez connu, voilà, du public anglais surtout. Il faisait Lord Farquaad dans Shrek d'ailleurs, pour ceux qui savent. Voilà, mais du coup il le doublait, et du coup il serait casté pour en tant que Dumbledore, et oui, c'est un vieux anglais, quoi. Donc il va plutôt bien dans le casting, pour le coup. Après oui, c'est vrai qu'il a plutôt il ressemble pas mal en fait au Dumbledore qu'on a eu dans les films. Pourquoi pas, c'est plutôt, moi à chaque fois que je l'ai vu, il était plutôt bon. Donc écoute, pourquoi pas, hein. J'ai l'impression là c'est peut-être le premier vrai casting qui arrive sur le coup, parce que les autres c'était des rumeurs, je crois, dont on parlait à chaque fois. Là c'est vraiment, il y a eu de reporters et tout ça, je crois, qui vont nous parler. Donc précisément ce serait le premier vrai casting qui arriverait. Ça va s'accélérer, je pense, sur le casting. S'ils doivent sortir ça pour c'est quand? C'est 2020.
6 ou 27, c'est plus très clair, mais c'est vers là, quoi. Qu'on verra, mais je pense que c'est vrai qu'on va voir les jeunes qui vont faire Harry, Hermione et Ron, là, bonne chance à eux. Bonne chance à tout le cast, hein, d'ailleurs. On va parler encore de HBO, et chez HBO, il y avait une série prévue, Parasite, une série américaine. Voilà, dérivée du film de Bong Joon-ho, et Bong Joon-ho, il en a parlé, il a dit que, la série, elle est toujours prévue, parce que je crois qu'elle avait été annoncée à l'époque du film Parasite, donc c'était, il y a 2-3 ans, je sais plus exactement. Parasite, je crois que c'est en 2019. C'est 2019 Parasite? Ouais, le temps passe vite. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, donc ça fait 5 ans. Donc voilà, il y a une série, la série Parasite, mais version américaine, arriverait sur HBO dans les prochaines années, quoi. Putain, la vague de séries américaines dérivées de séries ou de films coréens. Là, on est en plein dedans, quoi. Après Squid Game, maintenant c'est Parasite qui est adapté en série, voilà, pour HBO. Bon, oui, ça peut être adapté. En plus, HBO, voilà, ils ont des bons artisans, ça peut être bien adapté à la mode américaine, mais bon, après, est-ce que ça serait aussi bien que le film? Franchement, je n'y crois pas trop. Maintenant, voilà, c'est une volonté de se faire du fric, encore une fois, sur une franchise, de franchiser un truc qui est même pas du tout une franchise ou quoi. Après, moi, j'adore Parasite le film, donc je vais être un peu méfiant, voilà, sur le truc. Mais s'il y a des bons auteurs et tout dessus, voilà, parce que c'est comme David Fincher qui fait Squid Game, je suis un peu curieux quand même si j'en ai rien à foutre de Squid Game US. Là, peut-être que voilà, ça va me lever un sourcil, mais j'avoue que l'intérêt pour moi, pour l'instant, c'est un peu zéro, quoi. Ouais, pareil, sur le coup, le film est très bien, et ça aurait pu juste contenter de ça, et c'était très bien. On s'envole du côté des plateformes. Chez Netflix, le live action Donjons et Dragons en série The Forgotten Realms est en développement de la part de Sean Levy, Drew Crivello et Hasbro. Voilà, il y avait une série qui était prévue, Donjons et Dragons, à la suite du film qui avait été annoncé. Malheureusement, le film Donjons et Dragons était un gros four quand même. Voilà, je crois qu'il a rapporté 200 millions sur un budget de 150, un truc comme ça. Enfin, vraiment, ça a été... C'était pas très bon. Et du coup, ils ont un peu annulé la série, mais Netflix, eux, ils aiment bien prendre leurs pattes sur des trucs un peu perdus, voilà, et hop, une adaptation de jeu, et voilà, Donjons et Dragons, ce sera sur Netflix, par Sean Levy. Ça sent mauvais, cette histoire, je sais pas, parce que Sean Levy, il fait Stranger Things, et Stranger Things, c'est un gros succès de la plateforme, donc... Enfin, il est scénariste sur c'est pas vraiment le showrunner. Mais oui, sur le coup, après à voir, on peut être surpris aussi. Après, le Rick Fantasy, de toute façon, en live action, ça a du mal à percer, je trouve. Mais en plus, on parlait de la semaine dernière de Magic aussi. Sur le coup, ça me fait penser un peu à ça, parce que c'est un peu le même délire, quoi. Et après, la fantasy, ça a du mal à percer, mais en série, je pense que ça marche, ça peut, tu vois, Game of Thrones, The Witcher, tout ça, c'est vrai, il y a quand même des trucs, quoi. Après, moi, c'est juste Sean Levy et Drew Crivello, là, ou je sais pas quoi, je crois qu'il a bossé sur les Deadpool et X-Men. Ouais, je sais pas. Tu vois, c'est en mode à voir, quoi. Mais après, sur les séries, des fois, on n'a pas des gens ultra forts, et puis les séries sont bien, quoi. Donc bon, c'est pas... Je suis curieux quand même, tu vois, je suis curieux de voir les premières images. Après, une série Donjons et Dragons, ça donne envie, quand même. Enfin, moi, j'ai envie de voir, quoi. Tu vois, j'ai un peu envie de voir aussi, ouais. Et on reste dans l'Eric Fantasy, parce qu'on va parler de The Rings of Power, sur le coup, notre série préférée. On avait fait une critique, voilà, de la saison 2. Et bien, la saison, donc la série a été renouvelée officiellement pour une saison 3. Ça a mis du temps, hein, quand même, hein, pour être renouvelée pour une saison 3. Ouais, mais je crois que c'est plus des formalités qu'autre chose, parce que ça c'est officiellement, voilà, renouvelé, mais bon, je pense que voilà, on se doutait que ça allait revenir pour le coup. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, la série, elle va sauter plusieurs années par rapport aux événements de la saison 2. La saison 3, elle se déroule au plus fort de la guerre des elfes et de Sauron, alors que le Seigneur des Ténèbres cherche à fabriquer l'anneau unique qui lui donnera l'avantage dont il a besoin pour gagner la guerre et conquérir enfin toute la terre du milieu. Donc on a l'impression qu'ils accélèrent un peu le rythme de la saison. À la base, ils avaient parlé de faire 5 saisons, mais là, le fait qu'il y ait une grosse ellipse, je me demande s'ils vont pas quand même, s'ils sont pas quand même un peu décidés des audiences et qu'ils font en sorte qu'elles se finissent plus vite que ce qui était prévu à la base. C'est possible, mais après peut-être que du coup il va enfin se passer quelque chose dans cette série, vu qu'ils accélèrent le rythme. Non, je suis méchant, mais oui, effectivement, on avait parlé des gens, en parlant à des gens qui s'y connaissent en Lord of the Rings, attention, plus qu'ils les ont lus en français, donc attention. En fait, c'est que, apparemment, voilà, ils font un gros ellipse et ils avancent vraiment vers la fin, quoi. Pour le coup, parce qu'on sait, enfin, je pense que la série va se finir sur la bataille finale, donc qui est dans le prologue du Seigneur des Anneaux. Je pense que c'est un peu ça le but. Pour le coup, là, s'il fait l'anneau unique et tout, ça se dirige un peu vers là, quoi. Et je pense pas qu'ils vont faire 3 saisons là-dessus, peut-être 2, enfin peut-être ça finira en saison 4.
Maintenant, bon, ils traînent tellement les choses dans cette série qu'ils sont capables de faire 3 saisons juste sur ça, peut-être. donc on est capable d'avoir finalement 5 saisons voilà, qui s'étirent sur pas mal de temps. Après nous, voilà, on n'est pas fan, voilà, du Seigneur des Anneaux, surtout de Rings of Power plutôt, parce que Seigneur des Anneaux j'adore, mais voilà. Et là, bon, s'ils finissent ça vite, j'avoue que je serais un peu content, parce que j'avoue que 5 saisons là, juste de me dire que je vais me taper 3 saisons de plus là sur les 6 prochaines années, ça me fait un peu peur. Ouais, mais moi je parle de ça, je pense ça aussi parce qu'on avait vu, il y a eu des rapports qui montraient qu'ils avaient perdu beaucoup d'audience entre la saison 1 et la saison 2. C'est ça, donc, ouais. Pour ça, j'ai l'impression qu'ils accélèrent un peu le rythme, quoi. Même à la fin de la saison 1, il me semble que genre il y avait beaucoup de gens qui avaient décroché déjà, et là oui, c'est la même chose, quoi. Mais ça reste quand même, c'est fou, un des plus gros succès de l'année, même avec la chute d'audience, tellement en fait il y avait des gens en fait à la base sur le truc, quoi. C'est ça. Et de toute façon, je crois qu'il y a des gens qui font du hate watching complètement. Là, ça aussi, clairement. Et qui arrivent, ils se disent mais c'est woke, il y a des elfes noirs. Tout, ils s'énervent. Mais c'était beaucoup plus sur la saison 1, je trouve ça. La saison 2, c'était quand même moins le cas, hein, je trouve. Ouais, peut-être. Je t'avoue que je suis plus ce genre. Moi, j'ai moins avis d'avis de. En fait, il y a plein de gens qui ont abandonné la série, donc j'ai vu moins de gens parler, moi, sur les réseaux, en tout cas, que la saison. Oui, bah ça c'est sûr. En tout cas, oui, ça faisait moins événement, en tout cas. Ouais, c'est ça. Godzilla Minus One, il y a une suite qui est prévue, qui avait été annoncée, et donc c'est toujours le réalisateur de Godzilla Minus One, donc Takashi Yamazaki, qui est dessus, et il a commencé donc le scénario et le storyboarding pour le projet. Le film aura un plus grand budget que Minus One, qui avait coûté 15 millions de dollars, donc qui était déjà assez fou, hein, 15 millions de dollars, mais Oui, bah après oui, là, vu le succès de Minus One, là, il va faire -0, un truc comme ça. Ouais. Et puis voilà, il va faire... c'est vrai que c'était assez impressionnant pour 15 millions, mais bon, à relativiser quand on sait que... Bon voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup de crunching de la part de beaucoup d'artisans d'effets spéciaux là-bas, donc bon... Voilà, c'est à remettre en perspective, mais effectivement, on se dit que pour 15 millions, il a fait ce que certains studios avec 10 voire peut-être 20 fois plus, ne feront pas, quoi. Mais effectivement, c'était assez impressionnant. Son Minus One, il a un peu tout cartonné. Je pense même en digital aussi, il a tout cartonné. Je pense que sur le Minus Zero, il y a moyen qu'il cartonne tout, il fasse des centaines de millions. Puisque j'ai l'impression que Godzilla, c'est une marque qui fonctionne plutôt. Hein. Même les Godzilla versus Kong et tout ça, ça marche plutôt bien. Donc écoute, je pense que ça va encore cartonner, quoi. Et vu les budgets de ces films, parce que bon là, ils disent qu'ils auront un plus gros budget, je pense pas qu'il aura 150 millions non plus. Bah, je pense que ça va marcher de fou. Bon, peut-être le double, 30 millions, un truc comme ça. Ou 50, mais ouais, je vois pas non plus 150, 200, quoi. Et ça va cartonner dans le monde, hein, je pense. Oui, bah clairement, vu le succès du premier, oui, il y a moyen que ça c'est un gros succès. Par contre, le film ne s'appelle pas Minus Zero, c'est une invention. Non, c'est une blague. C'est une blague, parce qu'il s'appelle Minus One, le premier. Donc je me dis comment il va. Mais après, t'as dit Minus Zero comme si c'était genre le nom officiel. mais je prédis que ça va être Minus Zero, voilà. Ou Godzilla Zero, voilà. Peut-être, on verra. Hein. Peut-être t'auras raison. Et on va finir ces news par les festivals de cette année, voilà. Le festival de Cannes et le festival de Venise. Il y a pas mal de rapports qui parlent des films qui seront dans ces festivals. Voilà, rien n'a été annoncé officiellement, la liste n'est pas sortie, mais on a quand même des de grosses possibilités en fait sur certains films. Le prochain film de Spike Lee. Voilà, Spike Lee qui avait fait Black Klansman, par exemple, ou Malcolm X, voilà, réalisateur légendaire des États-Unis. Et ben, il va faire un remake qui s'appelle High and Low. Voilà, c'est un remake d'un film de Kurosawa qui s'appelle Entre le ciel et l'enfer. Voilà, Akira Kurosawa, légende, réalisateur légendaire du Japon, et qui a inspiré tous les cinéastes ont l'impression quand les gens parlent. Les gens en parlent. Et ouais, bah voilà, il va faire potentiellement son début à Cannes. Donc c'est avec Denzel Washington, Jeffrey Wright, Ice Spice, voilà la chanteuse, pardon, et Asap Rocky le chanteur. Voilà, donc c'est un film avec pas mal de noirs. Donc voilà, c'est très Spike Lee, voilà, qui vient de la blaxploitation, comme on appelle aux États-Unis. Bon, l'histoire de Spike Lee, les remakes, c'est une grosse histoire. Voilà, il en a fait plusieurs. Il en a fait des bons, il en a fait des moins bons. Hein. On se souvient quand même de Oldboy, ouais. De Oldboy, voilà, c'était pas la folie, mais écoute, voilà, c'est un film de Spike Lee, donc ça va être potentiellement un film assez important, quoi, à aller voir. Ensuite, un abonné du Festival de Cannes va revenir. Voilà, c'est Wes Anderson qui fait un film par an à peu près. On a l'impression maintenant. De Faux Enician Kim, voilà, c'est très dur à dire comme titre pour un français, devrait faire son début à Cannes, voilà, comme à chaque fois qu'un film de Wes Anderson arrive, souvent il est à Cannes, avec un casting encore 18 étoiles, donc Benicio del Toro, Michael Cera, Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Bill Murray, William Dafoe, Riz Ahmed, Benedict Cumberbatch, Jeff Goldblum, Tom Hanks, Rupert Friend et
Cocorico, Charlotte Gainsbourg. Voilà, ça va être encore une Wes Andersonerie, même si bon, on commence à être un petit peu fatigué, toi et moi, de Wes Anderson, même s'il fait toujours des films assez intéressants. Voilà, mais on espère quand même un grand film de la part de Wes Anderson, quand même, comme à l'époque. Ouais, j'ai pas vu le dernier, c'était quoi Mais si, on l'a vu ensemble, c'est Asteroid City. Voilà. Ah oui, Asteroid City, oui, je l'ai vu. Et on a été un peu déçus du film. Non, ok. Ouais, mais il y a eu des courts-métrages après sur Netflix que j'ai pas vu. C'est ça, il y a eu pas mal de courts et moyens métrages sur Netflix, mais je les ai pas non plus vus. Mais bon, voilà, il est actif, quoi, ces dernières années. En fait, depuis L'île aux chiens, je crois qu'il enchaîne pas mal, tous les 2 ans, 1 ou 2 ans, ça enchaîne, quoi. Ensuite, il y a des blockbusters à Cannes, toujours 2 ou 3, voilà, pour un peu mettre la lumière là-dessus. Et bah, c'est Mission Impossible qui est considéré, bah, comme le dernier Mission Impossible, il était considéré puisque Tom Cruise est un peu un passe-droit à Cannes. C'est en mode, vas-y, viens faire ton Top Gun, viens faire ton Mission Impossible, viens, allez, viens, ramène-les. Et voilà, les festivaliers sont contents. Et Mission Impossible, The Final Reckoning, voilà, devrait faire son début à Cannes. Et en plus, je crois qu'il sortirait du coup pas trop loin après, en plus du début de Cannes, pour le coup, genre un mois après. Donc voilà, ça ferait une bonne pub pour le film. Bah, il y avait d'autres blockbusters qui étaient potentiellement, voilà, il y avait un œil dessus, mais qui finalement ne seront pas à Cannes. Donc le film F1 de Apple, avec Brad Pitt, là, qui apparemment coûtait 300 millions, bah, il devrait pas y être, alors que il y avait des rapports qui disaient qu'il pourrait y être. Et après, bon, Superman, Helio et tout, apparemment, aurait pu commencer, mais au final ça ne se fera pas. Et pareil pour 28 années plus tard, voilà, qui ne sera pas à Cannes. Et ça me semble assez pour le Pixar, Elio, souvent les Pixar des fois arrivent à Cannes, mais c'est vrai que Superman, ouais, c'est bizarre. Parce qu'il y avait Élémentaire il y a 2 ans, je crois. C'est ça, mais c'est vrai que Superman, voilà, je pense qu'ils veulent faire une sortie mondiale à peu près au même moment pour à peu près tout le monde, voilà, pour créer un événement. Mais si le film sort 2 mois avant, 2 mois et demi avant sur Cannes, je sais pas si c'est un bon move stratégique pour le film. Ouais, non, sur le coup, ce sera Mission Impossible, quoi. Un blockbuster, l'année dernière, c'était Furiosa. Et voilà. Et il y a un autre festival, c'est le festival de Venise, sur le coup, la Mostra de Venise. Et il y a des discussions comme quoi il repousserait le film de Paul Thomas Anderson qui s'appelle One Battle After Another pour qu'il puisse entrer justement au festival du film de Venise. Ouais, mais il faut savoir qu'il était prévu pour le début août, en fait, c'est le film de Paul Thomas Anderson, mais il y avait des rumeurs qui disaient que ça pourrait être décalé, et en fait, bah voilà, il voudrait aller à la Mostra de Venise, et pour potentiellement faire une sortie fin d'année, et pour pouvoir être dans les prix à Cannes, enfin, aux Oscars, aux Golden Globes, tout ça, pour avoir un impact à ce niveau-là, quoi. Oui, c'est logique. Donc un film avec DiCaprio, Regina Hall, Sean Penn, Benicio del Toro, Teyana Taylor et Alana Haim. J'ai eu des photos, ça a l'air barré. Ouais, bah c'est un film de Paul Thomas, hein, voilà. Le plus gros film de Paul Thomas Anderson, à 150 millions de patates apparemment. Donc ouais, c'est intéressant aussi de pouvoir faire un film comme ça. Il y a le film de Romain Gavras, ce nouveau film donc, qui s'appelle Sacrifice, ou Sacrifice, je sais pas si je vais le dire en français ou en anglais, qui pourrait faire sa première au Festival du film de Venise cette année. C'est un film avec Anya Taylor-Joy, Chris Evans, Vincent Cassel, Salma Hayek, John Malkovich et Charlie XCX, donc la chanteuse, hein, il me semble. C'est ça, ouais, une chanteuse qui a gagné, je crois, des Grammys ou je sais pas quoi. Mais ouais, Romain Gavras qui revient 3 ans après Athéna qui avait énormément marché sur Netflix, même aux États-Unis, ça avait bien fait parler. Et donc là, il se retrouve avec un casting 5 étoiles hollywoodien, voilà. Il a juste ramené Vincent Cassel de France, et dit voilà, quand même. et voilà, quoi. Effectivement, donc ça peut être intéressant aussi. Yorgos Lanthimos, alors lui on le voit tous les ans, avec son nouveau film Bugonia, qui pourrait faire aussi sa première à Venise. Et bah il y a qui dans le film? Il y a Emma Stone et Jesse Plemons. À chaque fois qu'ils reviennent. Ouais, bah lui il est habitué de la Mostra de Venise, hein. Yorgos Lanthimos, je crois que ces 2-3 derniers films ils sont allés là-bas, il y en a certains qui ont gagné. Voilà, oui. Donc voilà, il va faire son petit truc, c'est l'antimoserie, comme j'appelle. Au prochain festival de Venise, quoi. Exactement. Et en dernier, le Frankenstein de Guillermo del Toro pour aussi faire sa première festival de Venise. Voilà, le film avec Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth et Christopher Waltz. Une de mes plus grosses attentes de l'année, personnellement. Ouais, bah après, oui, complètement. Et après, oui, je crois que Del Toro, il avait fait La forme de l'eau, avait débuté à Venise, il me semble. Oui, il avait gagné même. Hein, oui, c'est ça, oui. Il me semble qu'il avait gagné à Venise. Donc voilà, ça. Après, la Mostra de Venise, depuis quand même pas mal d'années, voilà, maintenant, voilà, veut avoir des gros films, tu vois, des grosses affiches, voilà, avec évidemment les habitués, hein, voilà, Guillermo del Toro, Yorgos Lanthimos, mais ils aiment bien avoir quand même des gros films hollywoodiens quand même, voilà, comparé à Cannes qui a aussi des gros films hollywoodiens qui viennent, mais surtout de gros réals, mais ils ont quand même des réals un peu de partout, et voilà, la Mostra de Venise c'est un peu plus, ils veulent
un peu plus mainstream, voilà. Ouais. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pour ces news, et on va partir dans la chronique box-office, Ista. Alors, qu'est-ce qu'on a au box-office ? Eh bien, Captain America Brave New World, donc dont on a vu une critique, vient de sortir au cinéma, et il a fait pour son premier week-end mondialement au box-office 192,4 millions. Pour un budget de 180 millions, c'est le 3e opening pour un film Captain America. Donc il est derrière Civil War et Winter Soldier, mais au-dessus du premier, donc The First Avenger. Ce qui est ok, mais pas incroyable non plus, quoi. Il me semble que Winter Soldier est fini dans les 700 millions, il me semble, un truc comme ça. Donc c'est possible que le film atteigne ça, mais après il faut remettre en contexte, c'est-à-dire que le budget de 180 millions, nous, bon, c'est les rapports, donc on y croit, mais vu tous les reshoots et les trucs un peu bizarres du film, peut-être qu'il a coûté plus, peut-être dans l'année, voilà, on saura plus, mais c'est surtout qu'il fait pas vraiment un mauvais démarrage, mais comme Ant-Man n'avait pas fait un mauvais démarrage, faut voir surtout la deuxième semaine s'il s'effondre vraiment, parce que les retours n'ont pas été très bons. Bon, pas au niveau Ant-Man, hein, on se calme, mais voilà, il y a eu des retours assez mitigés, donc faut voir est-ce qu'il va chuter ou quoi. Mais après, si le film a vraiment coûté 180 millions, effectivement, il va pouvoir se rembourser. S'il fait plus de 500 millions, ça devrait être tranquille, quoi. Il devrait être tranquille, quoi. Ouais, c'est film de 500 millions, il est remboursé. Après, je trouve que pour un film de la MCU, c'est quand même pas un gros succès, quoi. Enfin, c'est quand même un peu décevant, je pense, pour les studios, quoi. Mais c'est ça que j'allais dire, ça sent pas le gros succès. C'est vrai que, voilà, surtout ces dernières années, ça enchaîne entre gros succès, la No Way Home, Doctor Strange, Deadpool, et en même temps des flops, quoi, des Marvels, Ant-Man et tout, et des films un peu entre les deux. Là, c'est vrai que si c'est un film qui est ok, bah oui, c'est vrai que ça va pas être, voilà, va falloir voir Thunderbolts et 4 Fantastiques, mais bon, ça va pas être, on n'est pas, oui, de toute façon, on sait, on l'a déjà dit plusieurs fois, on n'est pas au moment où, voilà, chaque film Marvel, c'était un succès, quoi. Où tu te tapais Ant-Man and the Wasp, mais ça marchait, quoi. Et on va parler du film qui a rapporté le plus cette année, et peut-être le plus jusqu'à la fin de l'année, savoir Neza 2. Alors, pour les gens qui savent pas qu'est-ce que c'est Neza 2, bah c'est la suite de Neza 1. Neza 1, un film d'animation chinois. Et oui, c'est pas une blague. Neza 2 est pour l'instant le film qui a rapporté le plus au box-office, c'est-à-dire qu'il a dépassé Vice Versa 2 et devient le film d'animation qui a rapporté le plus de tous les temps. Et si personne n'a entendu parler, bah c'est normal parce que c'est un film chinois qui n'est sorti pour l'instant qu'en Chine. Et donc en fait, du coup, c'est quand même assez fou, c'est-à-dire que le film seulement sur son marché chinois a dépassé les 1,7 milliard, un truc comme ça. Enfin, juste sur le marché chinois, quoi. Et il pourrait dépasser les 2 milliards et devenir le premier film d'animation à dépasser les 2 milliards, quoi, ce qui est assez fou, juste sur un seul marché. Donc c'est quand même improbable, puisque c'est jamais arrivé dans l'histoire du cinéma, ça. Et il y a qu'en Chine en fait qu'il y a ça, de toute façon. Et c'est assez inédit que ce film qui est sorti de nulle part, que nous on connaît pas, dépasse les 2 milliards. C'est complètement dingue, quoi. C'est complètement dingue. Complètement fou, c'est dinguerie. Mais ça veut dire, ça doit faire peur aux Américains. Moi, je pense que à Hollywood, je flippe, quoi. Je sais pas si ça fait peur. Enfin, en tout cas, oui, ils vont. Ils ont plus besoin des Américains pour faire des cartons, quoi. Enfin, en tout cas. Oui, mais je veux dire, les Américains n'ont pas forcément besoin. Bon, ça c'est plus à relativiser, j'avoue, parce que le cinéma hollywoodien, il est quand même un peu en péril sur certains points, donc ils vont peut-être devoir communier avec la Chine, mais bon, je suis pas en mode le cinéma américain va s'effondrer parce que la Chine qui arrive. Voilà, la Chine marche, mais de ses propres films dans son propre territoire aussi. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Oui, mais c'est plus la Chine n'a plus besoin, tu vois, d'acheter des films en Hollywood. Non, la Chine, en tout cas, oui, ils ont l'air de plus avoir besoin de cinéma outre-Atlantique, vraiment. Enfin, après, c'est le début. C'est pas parce qu'il y a un film qui est comme ça que voilà. On verra ça dans les prochaines années, comment tout ça évolue, quoi. Exactement. Mais il y a un peu la même chose en France où de plus en plus de gens vont voir des films français. De moins en moins des films américains. C'est le cinéma américain qui chute. Mais le truc, c'est qu'il chute aux États-Unis, enfin, dans leur propre territoire, mais aussi à l'étranger. Donc, c'est une crise globale, quoi. Mais voilà, c'est fini pour les news de la semaine de cette semaine. Et on espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et 5 étoiles sur votre plateforme où vous écoutez ce podcast, à vous abonner. On est disponible partout sur toutes les plateformes d'écoute, donc Apple Podcast, Acast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, j'en oublie, j'ai sûrement répété, je sais pas. Il y en a pour on est partout. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, donc sur Blue Sky, sur Twitter ou X, voilà, ou sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, je sais pas, on est un peu partout. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour la critique de la semaine qui sera sur Your Friendly Neighborhood Spider-Man, la série Disney+ de cette année sur le tisseur de toile. Voilà. Exactement. Et voilà, on se retrouve très bientôt, Ista. À bientôt. Ciao.